va commencer maintenant le bloc 3, boîte noire, IA et encodage. Donc, c'est un panel qui va interroger l'intelligence artificielle comme outil de création, d'éducation et de surveillance, ce qui me semble tout à fait pertinent aujourd'hui. Alors, on va commencer avec Frédéric Maheu, qu'on invite à se diriger vers l'avant, qui va nous présenter Récit de pratique Tarot, cyborgien. Bonjour tout le monde. Je veux d'abord remercier Nadia Sereyoko d'avoir organisé ce colloque, qui est fort pertinent et fort nécessaire pour lancer la recherche-création. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un œuvre Cyborg Tarot, qui est en fait un projet sur lequel je travaille depuis quelques années, qui est au cœur de mon projet de thèse, que j'ai pu concrétiser lors d'une résidence à Sporobol dans le cadre du chantier IA. J'ai une petite vidéo qui illustre en quoi ça consiste et je vais pouvoir détailler par la suite. L'expérience interactive du cyborg TAROT est unique pour chaque utilisatrice. Les 22 arcanes majeures se fragmentent en des centaines de possibilités, croisées par le visage capté et l'aléatoire des glitches. Le dispositif se trouve en huis clos, avec pour seul éclairage le feedback des sources de captation sous forme de projection, d'écrans cathodiques et de stroboscopes programmés. Une voix artificielle livre une spéculation basée sur les résultats de la lecture, se concluant par le reflet de l'utilisatrice noyée dans l'espace latent du modèle. Merci. Excellent. Donc, c'est un projet où je voulais croiser la combinatoire du tarot avec finalement tout le stochastique de l'IA générative, puis pousser un peu les potentiels transgressifs qu'on peut peut-être retrouver dans des modèles qui sont souvent régulés par des conditions d'utilisation très strictes. C'était aussi, je travaille beaucoup avec les médias interactifs, c'était aussi un désir de retourner vers la physicalité, vers les arcades, qui a quand même nourri beaucoup mon imaginaire adolescent. Notamment des machines comme le Zoltan Prophétron de 1969 et plus récemment CoStar, qui est une compagnie d'astrologie qui a déployé un dispositif alimenté par ChatGPT-3 qui donnait l'horoscope. Mais c'est pas, tu peux changer la page, c'est pas le tarot comme petite divination qui m'intéresse vraiment, c'est plus le tarot comme machine qui permet de réfléchir, comme aussi dispositif narratif, c'est-à-dire, par exemple, au 16e siècle, il y a un jeu de société, le tarot de Chapulpiati, qui était joué par les aristocrates, où ils utilisaient les arcanes majeures, et à partir des arcanes pigées, ils devaient monter un poème ou un récit narratif. Mais plus largement aussi, je vois le tarot comme une continuité par sa combinatoire de... je vais changer de page. Je vais faire ça pour Donc, le tarot aussi, quand on regarde les écrits à propos de ça, on peut remonter à Oswald Wirth, un occultiste qui, déjà en 1927, appelle le tarot un androïde qui enseigne à imaginer justement. Jodorowsky, le cinéaste, mais aussi quelqu'un qui est un adepte du tarot, qui a remis au goût du jour le tarot de Marseille, l'appelle une machine philosophique. Et l'artiste Suzanne Trester, dans son Excel 2.0, soit un tarot qui explore l'histoire de la cybernétique, mais également de la vie networkée, réseautée. Dans la préface de l'édition Livre, Larsen décrit le tarot comme un objet qui permet de réfléchir au travers des systèmes opaques, qui permet par, finalement, le hasard et la déconstruction, d'arriver à des fils narratifs différents. Et cette posture-là, je la voyais comme dans un assemblage post-humain, c'est-à-dire la combinatoire du tarot, pour moi, faisait écho à l'amalgame de Catherine Hales, mais également par les nouveaux savoirs, faisait écho à ce que David Rodin appelle la spéculation post-humaniste. Lui suggère en fait qu'à une certaine étape, on va atteindre une déconnexion et qu'il y a certaines formes d'existence émergentes qui vont être complètement incongrues par rapport à nos capacités cognitives, par rapport à nos valeurs, qu'on ne sera juste pas capable d'interfacer avec ces existences-là. Et c'est ce à quoi le projet s'intéresse. Ma pratique repose beaucoup sur l'erreur et c'est ce qui m'intéressait de la recherche-création. Je cite Paquin, sans prise de risque pour repousser les limites, les frontières pour bousculer les conventions, mais également les erreurs et les échecs fournissent une partie non négligeable des données de recherche-création. Et ça, pour moi, ça faisait beaucoup écho à la culture industrielle, notamment Chobin Gressel, groupe mythique britannique des années 75, fondé en 1975, qui, pour eux, et c'est Alexander Reid dans Assimilate, décrit que l'incompétence était une tactique super importante. C'est-à-dire, pour mal utiliser les outils, ce qui permet d'avoir des contacts non prémédités, non seulement avec le public, mais également avec le son en soi. Et c'est un aspect
que je récupère beaucoup dans mon approche de création. Également, un élément clé de la culture industrielle, c'est l'accès à l'information. C'est beaucoup basé sur ce qui se faisait en recherche scientifique. C'est Wivel dans le Industrial Culture Handbook qui décrit ça. Et Ballet, plus récemment, en 2024, dans son livre Shock Factory, décrit comment la culture industrielle s'inspire des protocoles issus de la psychiatrie expérimentale et d'expériences scientifiques militaires. Mais plus largement aussi, du recyclage de nombreux documents d'archives, sources cliniques, images de guerre, références historiques, autant d'éléments qui transforment le plasticien en enquêteur, en chirurgien de l'image. Donc, le collage, ici, clairement qui est indiqué, est une tactique qui, finalement, s'est imposée dans le projet. En travaillant avec les IA génératives de génération d'images, je me suis frappé rapidement à deux murs, que McCormack, dans son essai publié dans Choreomata, décrit premièrement comme la difficulté du langage. Donc, la limitation des systèmes à interpréter de texte dans un autre média, c'est-à-dire comment trouver les bons mots pour exprimer quelque chose qui est au-delà de ce qu'on sait déjà. Donc, le langage en soi est une limite. Donc, les prompts textuels font juste générer des trucs un peu répétitifs si on n'arrive pas à éclater ce langage. Mais le deuxième enjeu, le plus principal, c'est les modèles en soi. Donc là, on a une carte qui a été rejetée. Tu peux revenir en arrière. Merci. C'est que ce qui décrit, c'est que les modèles et tout ce qui est les modèles d'apprentissage profond sont entraînés sur des datasets de la culture humaine qui est pour lui parasitique. C'est-à-dire que ça utilise ça, ça dérive plein de choses, mais ça le fait au profit de cette culture-là, éventuellement. C'est-à-dire que ça renforce éventuellement des statistiques, des normes statistiques, des biais. On est dans une colonisation culturelle. Il suffit d'aller sur CBTI, qui est le site le plus populaire pour télécharger des modèles, pour se rendre compte que ce qui prime, c'est le corps féminin asiatique. Et c'est essentiellement ce que j'ai dû retirer de ce que j'ai généré, c'est-à-dire des dizaines de milliers d'images afin d'arriver à un résultat intéressant, mais encore là, pas suffisamment intéressant. On peut passer. La plupart de mes images étaient inspirées du Tarot de Marseille ou du Rider-Waite, mais contaminées avec des prompts où ce que je croisais le biologique, le technologique et autres pour arriver à ce post-humain-là. Mais c'était encore pas suffisant. C'était pas ce que je recherchais, c'était pas, à mon avis, assez. Ça forçait pas la réflexion. Je vais passer le quota parce qu'on n'aura pas suffisamment de temps. Mais il y avait tout un travail de prompt inspiré de William S. Burroughs, une figure importante pour la culture industrielle, où il y avait au moins 9 étapes de raffinement du texte avant d'arriver au prompt pour générer les images. Mais c'est vraiment au collage où ça a vraiment. On est vraiment arrivé à quelque chose d'intéressant dans le développement du projet. On peut passer aussi. Donc, et le collage, oui, la culture industrielle l'utilise, mais ça fait partie d'une tradition, une histoire de l'art beaucoup plus large. On se ramène à Raoul Osman, fondateur du mouvement Dada, et son autoportrait du Dataza, ou Matthew Biro dans Data Cyborg, parle de comment, là, on retrouve une métaphore de l'humain comme une machine qui raffine ses modes d'autoconscience de soi, finalement. Donc, c'est déjà quelque chose, cette idée de cyborg-là, qu'on retrouve dans le collage des Dada. Prochaine page. Puis, plus largement, Catherine Hoffman, dans son retour historique sur le collage, parle, dans un texte de 20 pages, de comment le collage, c'est la désintégration, la fragmentation, l'intégration de plein d'éléments différents. Le jeu entre l'illusion et la réalité, la vitesse et le dynamisme chez les futuristes, mais surtout chez Abt et Ernst, on a ici un collage de Max Ernst, l'idée d'exploiter le hasard afin que des réalités différentes s'entrecroisent sur un paysage qui n'est pas familier, qui est complètement différent. Donc de sortir finalement de la réalité. Et ce rapport au collage, et c'est ça que je trouve intéressant, surtout quand on le croise avec l'IA générative, c'est qu'on est dans un processus du plusieurs qui devient un, mais d'un un qui n'est jamais complet, qui est toujours contaminé par le plusieurs. Donc le collage n'est jamais fini. Et ici, je cite Cospit. Donc cette idée d'atteindre une unité, d'avoir quelque chose de final, de complet, ne peut jamais se produire avec le collage. On est toujours dans le becoming, dans le devenir. Et ce collage-là, par le fait même, répond aux impératifs de ce qui est transgressif chez Julius. C'est-à-dire l'art transgressif mélange les choses, imagine des formes impossibles d'existence, prend ce qui est séparé et le rejoint, fait des hybridations qui menacent notre rapport au monde. On peut
passer. Donc, ici, on a des exemples de mes collages. Donc, vraiment, ce qu'on voit, c'est une juxtaposition. Des éléments qui sont mis un peu à droite, à gauche. On est vraiment dans les encyclopédies médicales, des objets trouvés qui sont mis tout ensemble. Et quand je prenais ces collages-là et je les injectais dans des modèles d'IA, on a une parodie de ce que je fais comme collage, mais on n'est plus juste dans les juxtapositions, on est dans l'enchevêtrement. On est dans la contamination même de la texture. Et c'était ça qui manquait dans les arcanes que j'essaie de développer, cette texture-là. C'était très en surface. Et là, il y avait quelque chose qui se passait au niveau de l'hybridation technologique et biologique. Donc, là, on a les résultats finaux des cartes au centre versus les arcanes originales. Et ces mêmes modèles-là permettent ensuite de générer des modèles 3D et également des vidéos. On peut juste prendre peut-être celui de gauche comme exemple. Donc, en résumé, le collage s'est imposé un peu comme tactique de détournement des IA génératives, mais en même temps, il y a des parallèles. Donc, dans le collage, il y a du détournement d'archives, de la juxtaposition, donc on est dans la déconstruction du sens, la poétique du devenir, et on est dans la sérendipité. Il faut trouver les objets. Moi, je passe mes fins de semaine dans les brocantes à essayer de trouver des encyclopédies vétustes, des bouquins qui sont oubliés, de la science caduque pour faire ces collages. Mais dans l'IA générative, on est dans le parasitisme culturel, l'image sans référent. On est dans le transfert de style, on est dans la contamination, l'enchevêtrement, et dans les inférences statistiques. Donc, moins de la sérendipité, plus beaucoup de volume. Comme je disais, des dizaines de milliers d'images pour arriver au résultat. Mais je crois qu'il y a une porte là pour pousser par l'entraînement de modèles personnels en local au lieu des services en ligne, d'assemblage, d'hybridation et de désorientation. Donc, en conclusion, je cite toujours dans Choréomata, Pollux Anansiolo Trio, qui parle en fait que dans la virosauté, de plus en plus l'humain disparaît, le sujet disparaît. Les agents autonomes prennent la place. On peut penser au AI slot qui contamine l'essentiel du web maintenant, le Dead Internet Theory, les bots, en ce moment les deepfakes, tout ça. L'humain prend du recul et l'idée, c'était de ramener l'humain dans le projet. Donc, à la fin, la webcam capte le visage et prend le visage et l'adapte selon les modèles des arcanes pigés. Et c'était l'idée de ramener l'humain dans cette machine-là, dans un dispositif physique, et c'est de dire comment cet humain-là, hybridé finalement dans les dispositifs, revient au front, ce qui est l'ouverture finalement de la présentation. Et le projet va être présenté au Ludodrome la semaine prochaine, le 15 mai, à la SAP. C'est gratuit, puis ça va être une réunion de plein de joueurs importants des jeux vidéo expérimentaux. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce timing excellemment respecté. Je vais juste prendre le temps de lire la biographie de Frédéric que j'ai négligé de faire avant le début de sa présentation. On était tellement alignés pour commencer là, en feu. Donc, je suis désolée. Frédéric Maheu de l'UQAM est un artiste multimédia dont la pratique s'inscrit dans les stratégies de détournement technologique et de transgression. Il s'est intéressé aux sous-cultures émergentes de l'ère numérique dans une série de longs métrages documentaires et expérimentaux, hors crime, Anna Drug Porn, en plus d'avoir réalisé de nombreux courts-métrages, installations et vidéoclips diffusés à l'international. Il se consacre depuis 2020 à une pratique expérimentale en jeux vidéo afin d'étudier le concept philosophique du bruit. Il performe également dans différents groupes industriels et noise, dont Un regard froid, crée des collages analogiques et est candidat au doctorat à la faculté de communication de l'Université du Québec à Montréal. C'est le fun, hein? Après, ça donne un autre regard. Bon, on va continuer. J'enchaîne avec une autre biographie pendant que j'invite la prochaine personne à s'avancer. Merci. Là, j'ai deux noms de qui? Oui, c'est Gianne. C'est Gianne. Ouais. Bonjour Gianne, bienvenue. Alors, on a Gianne Mossalim qui va nous parler de récits de pratique Learning Machines. Et je vais maintenant lire la biographie sans l'oublier. Gianne, donc, collaborant depuis l'automne 2024. Learning Machines sont un groupe de recherche présentement composé de Jessie Bayer. Oui. OK. Professeure adjointe au département d'éducation artistique de l'Université Concordia.
et des étudiantes de 2e et 3e cycle en éducation artistique, Sarah Bélanger-Martel, Aza Hussein, Jiane Mossalim et Nathalie Pavlik. Pardon. Oui, Nathalie qui est juste avec nous ici dans la salle. Bonjour Nathalie, bienvenue. OK, alors pour cette présentation en français, les Learning Machines seront représentés par 2 membres francophones. Plus de détails biographiques sur learningmachines.ca about. Oui, donc c'est un membre francophone. Sarah ne peut pas être là aujourd'hui, puis Jessie et Nathalie sont beaucoup plus confortables en anglais. N'hésitez pas à aller voir Nathalie après si vous avez des questions en anglais pour elle. Donc voilà, c'est nous, les Learning Machines. Je vous présente le projet qu'on a fait dans la boîte noire, physiquement, et aussi au niveau idéologique. J'ai pas besoin d'introduire tout ce monde-là, c'est déjà fait. Mais oui, on est un collectif d'artistes, chercheurs, pédagogues qui s'interrogent un peu au sujet de l'IA, des apprentissages automatiques, des algorithmes, puis aussi au niveau de la pédagogie. Comment tout ça peut être assemblé, pas nécessairement juste faire des connexions ou des liens, mais qu'est-ce qui arrive quand on met tous ces morceaux-là, on les met ensemble, qu'est-ce qui en sort et comment est-ce qu'on peut partager ça? C'est un peu l'idée derrière notre projet de recherche-création qu'on a fait dans la boîte noire. On peut changer de diapo. Oui, donc ça, c'est une capture d'écran de notre site web qu'on a créé justement pour ce projet-là, mais qui continue. Donc, on ne s'arrête pas là, on continue de faire tout plein de trucs. Learning Machine, c'est un peu un jeu de mots sur machine learning. Et puis, c'est aussi par rapport à nous-mêmes, on est un peu des machines apprenantes. Je ne sais pas si on peut revenir, je vais juste lire le petit bas. Oui, we are learning machines, des machines apprenantes, des machines à apprendre, des machines apprenantes. Donc, on voulait jouer un petit peu là-dessus. On peut changer de diapo. Ça ici, c'était un peu un aperçu du jeu de Nathalie qui faisait le jeu de la conscience, un peu un riff sur The Game of Life, The Game of Consciousness. Je vais vous en parler un petit peu après aussi. Et puis, on a cherché longtemps comment est-ce qu'on peut regarder ça. Est-ce qu'on va faire des ateliers? Est-ce qu'on va inviter des gens à participer avec nous pour travailler ces idées-là? Et puis, finalement, on a tombé sur, on va faire un projet de recherche-création, une résidence d'artistes. Et on a été très, très, très chanceux. On peut changer de diapo, on a pu faire ça dans la boîte noire de l'Université Concordia. Donc, moi, je ne connaissais pas du tout l'existence. Et puis, actuellement, cette salle-là, elle est bookée longtemps en avance. Je pense que ça a été financé par Instagram, si je me trompe. Oui, c'est ça? OK, super. Donc, c'était hyper approprié pour ce qu'on voulait faire. Un espace très, très grand de performance. On avait accès au éclairage, au son, tout ça. Puis là, on s'est dit, OK, mais cet espace-là, on peut vraiment produire quelque chose de spécial. Puis on avait toujours l'idée d'amener un aspect divertissant à ces concepts-là. Comment est-ce qu'on peut montrer ça? On voulait jouer un peu avec les émissions éducatives, pédagogiques, français de passe-partout. Comment est-ce qu'on pourrait montrer justement c'est quoi un algorithme dans ce style-là pour les enfants, à quoi ça peut ressembler. On a pensé aussi aux émissions de télé le matin qui amènent de l'information, mais de manière un petit peu plus légère, divertissante, tel que Salut Bonjour, par exemple. Est-ce qu'il y a aussi un aspect très artificiel aussi, on se déplace, on va d'un set à l'autre, on est dans une cuisine, après ça on s'en va parler sur un sofa. Donc on voulait jouer avec ces concepts-là qui nous apportent de l'information autrement, aussi à travers les écrans. On avait aussi des idées de podcast. Juste avant de changer, oui, donc on a regardé l'idée de l'IA. On en a parlé comme sujet. L'IA était présente avec nous tout au long de cette résidence-là, et aussi la journée de la performance. Donc, le but ultime, c'est oui de faire cette résidence et après ça, d'en faire une performance qui était diffusée en direct. De partager avec un public en personne tout petit, mais aussi de partager avec les gens à la maison ou peu importe où ils étaient et qui pouvaient se connecter pour voir cette performance-là. D'échanger un peu avec eux. Donc, l'IA était avec nous. De cette manière-là, c'était un sujet de conversation, c'était aussi un outil. Donc, Jessie s'occupait beaucoup, Jessie c'est notre superviseur à l'université, elle s'occupait beaucoup de la mise en direct de cette performance. Puis elle a utilisé l'IA justement pour savoir comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on peut faire ça. L'IA a été utilisée aussi comme partenaire de recherche, intervieweur. On en a fait à notre assistant, qui s'appelait Georges. Donc, Georges nous posait des questions. On peut en mettre un extrait maintenant. Oui. Hello, my name is George.
and I have the privilege to interact with the learning machines. So, what is the black box? Donc, Georges nous a posé cette question-là. C'est quoi la boîte noire? On y répondait. Après ça, il nous posait une question. On ne savait pas qu'est-ce qu'il allait nous poser comme question. Puis c'était intéressant parce qu'il nous amenait à des endroits qu'on ne serait pas nécessairement allé juste en discussion entre nous ou même juste par nous-mêmes. Donc, il était toujours là avec nous durant toute notre résidence et à la fin, la journée de la performance, il était là aussi. Et il nous a posé une question finale après avoir écouté la performance d'une heure. Je ne m'en souviens plus du tout c'était quoi la question, mais c'était très pertinent et c'était vraiment en lien avec ce qu'on faisait. On peut, c'est enregistré, donc je vais vous montrer le site web, après vous pouvez y aller si vous êtes intéressé. On peut changer de diapo. Donc, ça vous donne un peu un aperçu. Ça, c'est des photos du making-up, si je pourrais dire, juste avant la performance d'arrière-scène. C'était un très petit budget. On avait des caméras, mais chaque caméra était très statique. C'était des caméras web. On peut défiler un petit peu les photos. On avait une section où il y avait l'écran vert, où on faisait nos enregistrements. Et lorsqu'on diffusait ça en direct, il y avait des images aussi qui apparaissent selon les sections. Ah, voilà, ici, ça vous donne un plus grand aperçu de à quoi ça ressemblait. On avait différents sets, donc différentes sections, un côté sofa où est-ce qu'on avait une discussion au début et à la fin de la performance. On avait le coin de Nathalie ici qui était très spécial, beaucoup de miroirs de réflexion, justement le jeu de la conscience. Le coin de Sarah qui faisait le jeu, une émission un peu plus pédagogique pour enfants avec de la feutrine qui expliquait des algorithmes et qui essayait de faire des devinettes aussi, qu'est-ce qu'il y a caché dans la boîte, qui était dans le fond une boîte noire. Un espace ici avec l'écran vert, Jessie à sa station, mais les caméras étaient vraiment ici, ici, ici et ici. Et la section du milieu où est-ce qu'on avait le public qui était présent lors de cette performance-là. On peut changer. Donc, un petit aperçu du coin de Nathalie, avec ses réflexions. Donc, on a travaillé longtemps là-dessus. Oui, avant même la résidence, on avait des questions, on se posait des questions là-dessus, mais c'était aussi des réflexions qu'on avait durant la résidence qui nous ont permis de faire tout ça. On peut continuer, la station de Jessie. Et puis, le but aussi, c'était, on peut s'arrêter là, on voulait interagir avec le public qui était là en temps réel. Donc, je vous ai parlé des émissions éducatives, des émissions de matin, mais aussi des jeux télévisés, des devinettes. On avait les grands titres de l'IA et on voulait savoir qu'est-ce que les gens pensaient. Disons, IA comme partenaire intime, merci. Qu'est-ce que vous en pensez, positif ou négatif? Il y avait un moyen de voter. Donc, ça, c'était un petit peu, on peut continuer. Donc, tout ça, c'est tout en préparation à tout ça. On peut continuer. Donc, on avait des gens qui nous aidaient pour le son. Donc, ça, c'était notre affiche Live from the Black Box. On a vraiment essayé de promouvoir ça. On a distribué les affiches et je ne m'en souviens plus au bout du compte combien de gens se sont connectés en direct, mais on était heureux du nombre. On peut continuer. Et le public était assis là, c'est un très petit public. C'est toujours différent de faire une performance devant le public plutôt que juste entre nous. On dirait qu'on avait comme plus un but, même s'il y avait des gens en ligne. Et puis on voit un peu la feutrine ici avec Sarah qui était avec une belle salopette verte, très émission d'enfance, c'était super. Et la boîte noire, elle demandait au public, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est gros? Donc, on peut continuer Nathalie avec ses super dessins, son jeu de la conscience, les enfants qui faisaient la feutrine. Donc, il y avait des belles interactions aussi. On avait fait une chorégraphie, mais après ça, c'était un peu, on peut continuer. On ne savait pas trop où est-ce que ça pouvait aller. Notre conversation à la fin, donc on jouait aussi avec cet élément d'artificialité-là. Les plans, non seulement ils étaient artificiels, c'était des images générées avec l'IA. Et puis nos conversations, j'avais mon ordinateur avec moi tout le long parce que Georges était présent avec nous. Et c'était là qu'il nous posait la dernière question. Donc, on peut continuer les photos. Et puis, c'est certain, on se pose beaucoup de, on peut s'arrêter là, on se pose beaucoup de questions. Il nous reste plein de questions après tout ça. Et puis, on va faire des publications qui s'en viennent, d'autres projets de recherche-création. Mais j'aimerais partager avec vous des questions de mes collègues qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, qui nous restent en fond après avoir fait ce projet de recherche-création-là. Donc, Nathalie se demande, que devient-il possible lorsque nous cessons de demander à l'IA de nous refléter
et que nous laissons plutôt celle-ci transformer notre manière d'imaginer la pensée elle-même. Comment pouvons-nous concevoir des environnements d'apprentissage qui non seulement incluent la différence, mais qui sont façonnés par elle sur les plans cognitifs, relationnels et technologiques? Quelle forme d'intelligence demeure invisible pour des systèmes qui privilégient la clarté, la rapidité ou la performance? Et comment pouvons-nous apprendre à nous y accorder autrement? C'est bon de l'eau, je suis vraiment sec. Ensuite, Jessie. OK. J'espère que j'ai traduit assez bien. Donc, toutes ces questions-là, c'était en anglais. Que se passe-t-il? Merci. Que se passe-t-il lorsque la pédagogie prend une dimension hallucinatoire? Quelle nouvelle forme de pensée, de relationnalité et d'expérimentation pourrions-nous imaginer? Si les machines apprenantes perturbent nos conceptions de l'intelligence, de la perception et de la valeur, comment la pédagogie elle-même pourrait-elle devenir un lieu de désapprentissage machinique? Et étant donné l'omniprésence des machines apprenantes aujourd'hui et leur enchevêtrement avec des logiques d'optimisation, d'extraction et de contrôle, quels sont les potentiels, mais aussi les limites pour développer des trajectoires vers une vie pédagogique non machinique? Donc ça, c'est Jessie. Sarah, quel type de rapport temporel ou temporalité émerge dans ce processus collectif de recherche-création? C'est un espace partagé où on profite, par exemple, à la fois de l'accélération des apprentissages que permet l'IA, autant que la présence d'autres créatrices, tout en favorisant des détours, des ralentissements, des arrêts inattendus. L'idée du live, le direct, est aussi au cœur de cette réflexion sur ce que signifie la coprésence aujourd'hui, dans un espace et dans un temps précis qui est à la fois tracé et évadé. C'est aussi, je crois, un enjeu clé pour des pédagogues. Donc ça, c'était pour Sarah. Asa, si les logiques encapsulées dans les boîtes noires façonnent silencieusement les conditions de la pensée, de la matière et de l'action, de quels nouveaux rituels, refus ou formes génératives de folie aurons-nous besoin? Non pas pour les décoder ou leur résister, mais pour habiter attentivement leur influence. Nous souviendrons-nous encore de ce que cela signifiait d'être confus? Reste-t-il encore quelque chose que nous puissions faire qui échappe à la capture ou à l'étiquetage, sans que cela nous soit renvoyé sous forme de données? Et puis ma petite dernière question, la boîte noire existe-t-elle sans l'humain ou n'existe-t-elle que dans notre incapacité à comprendre, percevoir ce qu'elle contient? Donc ça, c'est les petites questions qui nous restent. Je vais juste montrer le site web pour la dernière diapo. Donc, je vous remercie. Moi, c'est vraiment excitant pour moi d'être ici, parce qu'il y a plein de monde qui va venir juste dans cette salle. Et puis, si vous voulez aller voir la performance, vous pouvez toujours aller sur learningmachines.ca ou d'autres trucs sans nous. Donc, c'est à suivre. Voilà, merci. Wow! Ben, merci, félicitations à nos deux présentateurs. Triste pour le respect exceptionnel du temps. Ben, on va y aller. Et leur conférence. Ben oui, ben évidemment, leur travail et leur définitivement. Alors, oui, alors on a du temps pour des questions. Juste avant d'aller dîner, on prend le temps. Est-ce qu'il y a des questions pour un ou les deux présentateurs, présentatrices? Oui. J'ai une question pour Frédéric. Tu as parlé de l'idée de colonisation de l'IA par rapport au billet. Oui. Tu as parlé aussi de parasitage culturel. Est-ce que tu pourrais un peu développer cette notion? Puis est-ce qu'il y a. Où est-ce que tu as trouvé. Est-ce que c'est toi qui as développé un peu cette idée-là ou est-ce qu'il y a des auteurs qui en parlent? Non, mais je te dirais vraiment, l'ouvrage principal, c'est Choreomata, qui a été publié en 2024, qui est un recueil d'essais à propos, finalement, de l'intelligence artificielle et de la performativité de la recherche artificielle. Sofiane Audry a un texte dans ce livre-là, mais des philosophes comme Reza Negarestani, Paul Hicks et d'autres. C'est vraiment dans des philosophies, c'est des textes très différents. Barbara Bolt aussi, un texte. Puis on en a beaucoup qui sont dans l'ontologie orientée objet, où ce qui apporte une certaine agentivité finalement à l'IA, mais aussi une agentivité, je te dirais, au capitalisme en général, si on est dans les théories plus accélérationnistes et autres. Surtout dans l'accélérationnisme non conditionné. Le texte principal que j'ai cité, c'est celui de McCormack, qui est, je lis ici, je vais te dire le titre exact, qui est Autonomy, Intention, Performativity, Navigating the AI Divide. En gros, il y a la technologie, puis après ça, il y a les mouvements du capitalisme qu'il y a derrière. Mais en gros, ce qui amène comme idée, c'est qu'on a toute une forme, finalement, d'outils de génération
maintenant qui sont multimodales, qui permettent à même un texte faire une vidéo, à partir d'une vidéo faire une image, produire du son et autres. Puis c'est entraîné finalement sur le savoir collectif qu'on a mis en ligne. Puis en fait, ça arrive à une certaine idée d'entropie. C'est que si c'est entraîné sur ce savoir collectif-là, puis que ce savoir collectif-là génère du matériel, et ce matériel-là, c'est ça qui accapare le web éventuellement, nécessairement, il va avoir une certaine préférence vers certains types d'images, vers certains types de modèles, notamment, je vais enseigner l'exemple de CBTI, qui est une plateforme où, finalement, de contenu généré utilisateur, utilisatrice, qui est dans le fond des modèles que les personnes entraînent, qui permettent certains effets. C'est essentiellement pour produire de la porno. Sans le dire, là, mais c'est ça pareil. Surtout pour l'utilisation locale. C'est pas les Midjourney et autres de ce monde, là, c'est les Stable Diffusion qui permettent plus de produire ce matériel-là qui est semi-légal, si on veut. Ou en tout cas, semi-éthique. Et dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'éventuellement, ça tombe en entropie parce qu'il va juste avoir du matériel comme ça, puis ce biais-là, ce favoritisme statistique-là, va coloniser finalement l'essentiel de notre imaginaire qu'il va avoir en ligne. Donc, je résume en gros son idée, là. C'est un texte très large, puis c'était un des points parmi tant d'autres de ce qu'il amène. Mais c'est cette idée-là de l'humain recule de plus en plus dans les technologies réseautées. Finalement, le sujet recule, puis notre cognition, puis notre agentivité recule également. Merci. J'ai une question pour toi, Frédéric. J'ai beaucoup aimé le processus créatif, en fait, là, puis l'intégration de ton agentivité, puis celle de l'IA. Puis, pour quelqu'un qui aime beaucoup l'espèce de cadeau hasardeux du tarot puis de la machine du retard aussi, là, que j'ai trouvé dans un bar. Je trouve qu'il y a quelque chose de. En fait, qui nous est offert quand on interagit avec ces objets-là ou avec ces jeux-là. Puis je me demandais qu'est-ce que toi t'imaginais comme interaction, mettons, au-delà du visage qui s'intègre en image, mais comment tu voyais ce dispositif-là interagir avec quelqu'un? La prochaine étape qui est ton excellence, parce que là, le problème que j'ai. Quand tu fais un film, le film se termine. Là. Il y a des réalisateurs comme Peter Greenaway, que c'était des projets plus larges, là, mais généralement, ou l'Expanded Cinema, où là, vraiment, c'est des performances à chaque fois, comme les Flickr Films. Parce que généralement, quand tu fais un jeu vidéo, oui, il peut y avoir d'itération, mais généralement, tu atteins un mur, puis à un moment donné, c'est comme terminé. Ce que je découvre avec le potentiel de l'IA générative, mais pas juste l'IA générative, c'est l'IA générative avec d'autres modèles stochastiques de hasard. C'est que tu peux être itératif longtemps. Tu peux rajouter des affaires, tu peux greffer des trucs souvent. Il y a quelque chose souvent, tu sais, dans toutes les. Un trait commun que j'ai trouvé dans beaucoup d'œuvres d'art qui joue sur l'idée d'accéder à une conscience qui est autre qu'humaine, c'est qu'on prend finalement, on mesure des éléments, on les transfère en données quantifiables, puis ces données quantifiables-là, on les projette dans des interfaces qui peuvent être reçues sensiblement par l'humain ensuite. J'essaie de voir comment inverser ça par le biofeedback, où je me lance dans l'Arduino. Après la montagne qui était Unity, puis Touch Designer, puis comme UI, là, c'est la prochaine étape. Mais l'idée, c'est d'intégrer du biofeedback. Dans l'installation, je ne le vois pas, mais j'avais mis une boîte qui était un peu de la mise en scène, dans laquelle la personne devait mettre sa main après avoir mis un gant de latex, puis devait appuyer sur une pédale qui était dans une accumulation de gélatine, de slime. Puis l'idée, c'est d'intégrer finalement du biofeedback là-dedans, là, que ça soit l'électricité de la peau, la chaleur. Il faut que je vois comment, mais c'est l'idée d'intégrer ça pour que les modalités mathématiques des éléments aléatoires soient calculés par ces inputs-là. Donc ça serait comme la prochaine étape. Moi, est-ce que vous me permettez une question pour Juliane, puis après ça, ouais. Ben, à moins que ça soit peut-être pour terminer ça. C'est ça le meilleur que le mien. Oh. Ben, merci, super intéressant. Ben, moi, je me demandais, si je m'en vais dans une autre direction, là, mais est-ce que j'ai compris que l'événement que vous avez créé dans le Black Box à Concordia, vous aviez conçu ça comme pour différents publics en même temps, c'est-à-dire les enfants, les adultes, les gens à la maison, puis l'idée, c'était justement que les frontières étaient comme poreuses, là? C'est un peu ça. Ben, en tout cas, est-ce que vous pouvez en parler plus? Parce que justement, dans une perspective d'éducation, c'est quand même rare, j'imagine qu'on voit ça. Là. Mais oui, je pense que on est tous intéressés à la pédagogie. Moi, je travaille au primaire, on avait différents milieux, Jessie elle était plus au secondaire, mais on voulait juste travailler avec qu'est-ce qui nous intéressait. Sarah, elle, c'est le musée ambulant, donc c'est la cofondatrice du musée ambulant. Puis elle est habituée aussi à travailler avec toutes sortes de gens, des petits comme des plus vieux. Puis on voulait amener ça d'une manière ou d'une autre à l'intérieur. Donc c'était aussi
tu sais, selon nos intérêts, qu'est-ce qu'on voulait partager. Puis on se dit, ben oui, pourquoi pas tout le monde en même temps, puis que ça peut rejoindre le plus grand nombre possible, dans le fond, à travers différents. Ben, vas-y. Louise Poisson, ce matin, nous a parlé des difficultés de projet de recherche-création, il y a de l'art et de la science, parce qu'il faut mettre des discours différents ensemble dans l'intersectorialité. J'ai été voir sur votre site web, c'est qui les 5 personnes, et vous avez tout le monde un background plus en art et en éducation. Donc, ma question, c'est est-ce que c'est plus facile de travailler juste avec des artistes ou pourquoi il n'y a pas de scientifiques, d'informaticiens qui sont sur le projet? C'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas de réponse à ça. Je pense que c'est parce que, juste de manière que ça soit plus facile, c'est parce qu'on est ensemble, puis on étudie ensemble. Mais éventuellement, ça serait intéressant justement d'apporter les gens de l'extérieur, puis de voir qu'est-ce qui peut arriver quand, justement, on amène d'autres idées, d'autres milieux, plutôt que de travailler tout le temps en silo. Puis je pense que c'est ça qu'on réalise de plus en plus aussi. Le département, c'est un super bon département, le département de l'éducation artistique. Mais c'est vrai qu'on est vraiment en silo, puis il me semble que c'est tout le temps le même monde qui revient, puis c'est tout le temps. Ça, c'est quelque chose qu'on est vraiment intéressé. Puis Jessie, c'est une nouvelle employée, c'est une nouvelle professeure dans le département, une nouvelle professeure à l'université, qu'on va dire. Et puis, on regarde les possibilités, qu'est-ce qui est possible à l'extérieur de tout ça aussi. Mais oui, travailler entre nous, c'est facile. On se connaît, puis on fait des projets souvent ensemble. It's easier, right? Like when you know each other. Mais oui, ça serait quelque chose qu'on puisse faire. Ben, vous le tenez pour dit, sur celle qui écoute. Oui. Moi, c'est juste une réaction par rapport à la dernière phrase que vous avez dite dans votre exposé. Je ne suis pas certaine d'avoir bien compris l'interaction que vous faisiez entre les humains à humains, mais en fait, ça m'a fait penser à Victor Klemperer qui a étudié la manière dont la langue était en train d'être transformée durant la Seconde Guerre mondiale et comment, en fait, le langage machine et le superlatif et les mots apparaissaient. Et il disait, en fait, que les mots, c'est comme des minuscules doses d'arsenic, on les avale sans y prendre garde et petit à petit l'effet toxique nous fait sentir. Et je rejoins en fait votre analyse sur l'effet machinique, l'efficacité que produisent les actes quelque part des IA ou qu'engendre la pensée de l'IA. Et je me disais quand même qu'il y a l'inconscient. Qu'est-ce qui résiste en fait à cette réduction par le calcul, par l'évaluation, par la quantification, par la numérisation? Bien l'inconscient, on se rate. Ouais. Voilà, en fait c'est ça, il y a des lapsus quand même, il y a des actes manqués, on se fait mal au dos, c'est pas pour rien, on se fait mal à la jambe, c'est pas pour rien, etc. Et voilà, enfin, c'est peut-être pas une réponse, c'est peut-être que l'inconscient, on le calculera à un moment. C'est vrai, mais voilà, je savais que en fait, tout n'est pas prévisible et peut-être pas programmable, c'est peut-être le fantasme qui est vendu avec, mais quand même, comment programmer un lapsus, comment programmer un acte manqué, ça serait une recherche à faire. Voilà. Non, juste pour répondre. Non, mais c'est super intéressant, c'est vrai, ça nous amène ailleurs, oui, complètement. Merci tout le monde. Merci de ramener l'inconscient à l'ordre du jour. Mais on l'oublie. On est inconscient. On est inconscient. Il faudrait être conscient. Conscient de son inconscient. Ben voilà, c'est parfait. Alors, il me semble que c'est un très beau moment pour prendre la pause. Ça serait le moment où on se quitterait pour l'heure du dîner et on a une annonce pour ce qui va se passer ensuite. Oui, vous avez vu au programme qu'à 12h40, il y a un atelier écosomatique donné par Germain Ducrot, ici même. Donc, l'idée, c'est, si vous voulez participer à cet atelier. Moi, je l'ai fait déjà, c'est vraiment magnifique, et puis je ne suis pas très dans mon corps, donc si vous voulez être dans votre corps et tout ça, ça vaut vraiment la peine de vivre l'expérience que Germain vous invite à vivre avec lui. Donc, ça va être à 12h40 ici dans la salle. Donc, on a le temps de manger un peu légèrement et puis de revenir pour faire l'atelier. Et pour les autres, on reprend à 14h. C'est 14h. Donc, merci beaucoup et puis encore félicitations à tous les participants.